Pape Ibrahima Kane, bonjour. Bonjour. Quel bilan peut-on dresser pour la CEDEAO après un demi-siècle d'existence, positif ou négatif? Cette organisation a été créée par le Nigeria pour se réconcilier après la fin de la guerre civile au Nigeria avec les pays francophones d'Afrique. Les militaires nigérians, sachant qu'ils ne pouvaient pas survivre sans une coopération avec les États francophones, avaient décidé de créer cette organisation. Et donc, si on regarde le bilan sous cet angle-là, c'est un bilan largement positif. Et bon, comme toute organisation internationale, elle connaît des hauts et des bas et surtout une gouvernance plus ou moins difficile. Mais ça, ce n'est pas le propre de la CEDEAO, c'est presque toutes les organisations qui vivent la même situation. Qu'est-ce qui explique le fait que la CEDEAO soit aujourd'hui la sous-région la plus dynamique du continent africain à côté de l'EAC et la communauté des États d'Afrique de l'Est? Alors, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur géographique. C'est une région qui est vraiment accessible. C'est une région avec de grands cours d'eau. Il s'y ajoute que dans beaucoup de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a une volonté très forte d'intégration. N'oubliez pas que c'est le Ghana qui a été le fer de lance de l'intégration africaine, le Mali, le Sénégal dans une moindre mesure, la Guinée de Sékou Touré ont tous joué un rôle important. Donc c'est cet ensemble d'événements, de situations qui ont vraiment favorisé cette intégration au niveau de la sous-région. Mais cette organisation connaît également beaucoup de problèmes. D'abord, à l'origine, c'est des problèmes liés à la manière dont la décolonisation s'est faite. N'oubliez pas que un des traits caractéristiques de cette région, c'est le fait que la France voulait à tout prix casser le Nigeria pour assurer une certaine continuité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où elle avait le plus grand nombre de territoires. Ça n'a pas marché. Dans les quelques années qui ont suivi la création de la CEDEAO, elle a été confrontée à beaucoup de difficultés. La première difficulté étant d'abord le fait que celui qui a été pratiquement le créateur de cette organisation a été destitué par un coup d'État. En deuxième lieu, il y a les crises, surtout sécuritaires dans la sous-région. Vous avez eu 2 guerres civiles, mais vraiment d'une intensité inouïe, en Sierra Leone et au Libéria. Vous avez la crise du Sahel et vous avez le fait que c'est la région la plus pauvre du monde, la région de l'Afrique de l'Ouest. 12 des 15 pays qui ont formé la CEDEAO sont les pays parmi les moins avancés du monde. Un dernier point que je soulignerai, qui me paraît aussi fondamental, c'est la crise du Nigeria lui-même. Le Nigeria, c'est naturellement le leader de la région. Et le Nigeria, depuis plus d'une quinzaine d'années, mais vit une situation intérieure catastrophique. Il n'y a pas de leadership. Les militaires sont partis, mais les civils qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas vraiment aidé le Nigeria à avoir ce leadership dont l'Afrique de l'Ouest a besoin pour avancer. Chaque fois que le leadership a été au Nigeria, ça a permis à la CEDEAO de faire des progrès, notamment dans les années 90 sous la présidence du président Obasanjo. Alors, un autre problème, comment peut-on expliquer que les populations de la CEDEAO restent parmi les plus pauvres d'Afrique malgré un dynamisme économique reconnu de cette organisation? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a d'abord un facteur climatique. Il n'y a pas une région qui a été la plus agressée au plan climatique que l'Afrique de l'Ouest. Deuxième problème difficile, c'est le manque d'infrastructures. Et un troisième facteur, c'est le fait aussi que c'est une région où on a eu beaucoup de régimes militaires, de régimes autocratiques. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, ça n'est pas allé dans la bonne direction, d'autant plus que la CEDEAO elle-même, en tant qu'institution, a aussi manqué de leadership pendant ces 50 ans. Un autre problème qui n'a pas été résolu depuis des années, la CEDEAO cherche à mettre en place une monnaie unique, l'ECO, depuis plus d'une décennie sans y arriver. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on peut parler d'un échec? Échec, non, mais il y a eu énormément d'obstacles qui ont été posés pour empêcher la CEDEAO de réaliser son ambition. Je reviens encore à la France. Vous vous rappelez, sachant que la CEDEAO allait être créée en 1975, en 1973, la France a favorisé la création de la CEDEAO.
lorsque, en 93, le traité de la CEDEAO a été révisé, en 94, la France a créé l'UEMOA. Donc, la CEDEAO a fait face à beaucoup d'obstacles, parfois des obstacles extérieurs, qui ont vraiment empêché la réalisation de son ambition de vraiment créer une région intégrée au plan économique. Maintenant que cet obstacle français est pratiquement battu en brèche, en tout cas, l'ambition de la CEDEAO d'être une organisation vraiment intégrée dicte de vraiment aller doucement et de faire en sorte que ce processus allant vers la création d'une monnaie unique, que ce processus ne soit pas un échec. Parce que l'échec sera durement ressenti par les populations de la région. Quels sont les bénéfices, je parle d'avantages concrets, que les populations des pays membres tirent aujourd'hui de cette organisation? D'abord, le fait qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens. C'est la seule région africaine où, depuis 2014, on n'a pas besoin de carte de séjour pour résider dans l'un des pays membres. Et on n'a pas besoin de carte de travail pour chercher un boulot dans n'importe quel pays de la sous-région. Ça, c'est un élément important d'intégration. Deuxièmement, c'est la région qui a inventé le concept de citoyenneté régionale, que l'Europe a bien renforcé, mais c'est en 82 que le concept de citoyenneté régionale. Troisième élément important, c'est une région où on a une institution qui s'appelle la Cour de justice de la CEDEAO, qui protège les droits de la personne humaine, même si on sait que ces droits-là sont vraiment chahutés. Mais c'est une institution à laquelle on a accès facilement. On n'a même pas besoin d'épuiser les voies de recours internes. Et c'est une institution qui, en 15 ou 20 ans d'existence, a vraiment aidé à créer les conditions de l'émergence d'un état de droit. Si on prend et qu'on compare avec ce qui se passe dans les autres régions du monde, on peut vraiment dire que la CEDEAO a fait des pas importants dans la bonne direction. Mais de l'autre côté, il y a le départ des 3 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que ce départ a affaibli la CEDEAO? Dans quelle mesure? Nécessairement que ça va affaiblir la CEDEAO. D'abord parce que la CEDEAO perd la moitié de son territoire. Ensuite parce que la CEDEAO perd une population importante, près de 20% de sa population. Et ensuite parce que c'est une région qui est en crise, mais en crise vraiment très, très, très forte, sécuritaire, sociétale et autres. Cette crise-là, si elle n'est pas résolue, ne peut pas permettre à la CEDEAO de régler ses problèmes. Le Sahel central, s'il n'est pas en paix, aucun des pays de la CEDEAO ne sera en paix. Donc, on est dans une situation où nous avons tous intérêt à travailler ensemble pour ramener la paix et la sécurité. Sinon, ça va être quelque chose de très, 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 très difficile pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'Afrique de manière générale. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'un faux départ ou alors c'est une rupture déjà consommée? Je ne pense pas que la rupture soit consommée. Vous savez, si vous prenez même le texte qui a créé l'AES, ce texte fait référence aux valeurs de la CEDEAO. La deuxième chose, c'est que la CEDEAO elle-même n'a pas fermé la porte. Elle a même accepté l'idée que ces États peuvent revenir à n'importe quel moment à la maison mère et retrouver leur place sans qu'il y ait besoin de mettre en place toute une bureaucratie pour leur retour. Le troisième point, on a tellement de choses qu'on partage, notamment au plan sécuritaire, au plan économique, que on ne peut pas se séparer de cette manière-là. Il y a eu des malentendus. C'est vrai que la manière dont les crises au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont été gérées par la CEDEAO n'ont pas été faites de la bonne manière, mais cela ne doit pas empêcher d'avoir une vision plus longue. Et pour ça, je pense que tôt ou tard, ces 3 pays-là reviendront à la maison mère et la CEDEAO pourra peut-être donner plus de gages à ces pays-là pour revenir plus rapidement à la maison mère. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO pourrait accepter de renoncer aux valeurs démocratiques et à sa résolution contre les changements anticonstitutionnels pour amener les pays de l'AES dans l'organisation? Ça, c'est une ligne rouge que je pense que beaucoup d'États même de la sous-région n'accepteront pas.
et les populations elles-mêmes n'accepteront pas. Il n'y a pas de futur en Afrique de l'Ouest sans la paix, sans la démocratie, sans le respect de la vie et de la dignité humaine et sans le progrès économique. Et ça, je pense que les dirigeants militaires le savent. S'ils sont aujourd'hui dans la posture qui est la leur, c'est peut-être que parce qu'ils ont encore d'autres questions à régler. Et s'ils acceptent un retour à une vie constitutionnelle normale, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO ne les accepterait pas en retour. D'autant plus que vous verrez bientôt avec les difficultés économiques que ces pays-là traversent, les problèmes structurels que ces pays-là connaissent du fait qu'ils sont des pays enclavés, que tout cela va peut-être accélérer les discussions pour un retour rapide de ces pays-là à la maison mère. Un argument des pays de l'AES est que la CEDEAO est contre les coups d'État militaires, mais permet des coups d'État institutionnels comme les changements de constitution en vue de se maintenir au pouvoir. Est-ce que la CEDEAO peut réellement faire son mea culpa sur ce point? Mais bien sûr, la CEDEAO devra faire son mea culpa sur beaucoup de questions importantes. Ce n'est pas seulement cette attitude de complaisance vis-à-vis de dirigeants qui changent facilement les constitutions, mais c'est aussi la complaisance dans la manière dont les élections sont organisées, la complaisance dans la manière dont les dirigeants traitent leur population. Et tenez-vous bien, ce n'est pas faute de règles pour permettre à l'organisation régionale de le faire. Vous savez, dans le fonctionnement de la CEDEAO, il y a des règles qui concernent les recours en manquement. Mais jamais un président de la Commission ne l'a fait. Et j'espère que ce cinquantenaire-là va permettre à la CEDEAO de faire un bilan de ces 50 ans-là de manière à tirer des leçons pour que dans le futur, de pareils travers ne puissent se répéter au sein de l'organisation. Est-ce que d'autres pays pourraient être tentés de quitter la CEDEAO, comme les pays de l'AES? Mais rien ne nous dit fondamentalement que cette organisation va imploser. Vous savez, la crise du Sahel central est une crise suffisamment longue pour que beaucoup de pays en tirent les leçons. Si vous prenez les pays côtiers, parce que maintenant il n'y a que des pays côtiers, tous savent que renforcer les liens économiques, renforcer les liens sécuritaires, c'est vraiment le gage d'une survie de leur régime. Tous les pays le savent. Ça, de mon point de vue, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, selon quelle modalité, c'est peut-être là que les problèmes se posent. On a parfois des petits pays qui sont d'égale dignité avec les grands pays. Il faut travailler ensemble. Il faut aller dans cette direction-là. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le retour du leadership nigérian. Le jour où le Nigeria reprendra son rôle de leadership dans la sous-région, les choses iront de manière totalement différente. Pape Ibrahima Kane, merci. Merci beaucoup.